Le document que nous allons étudier est une préface écrite par Eric Hobsbawm pour l'œuvre rééditée et traduite en 2007 de Christopher Alan Bailey. La naissance du monde moderne, 1780-1914. Une préface est une forme d'introduction présente au début d'un ouvrage, d'un livre. Elle permet d'aborder succinctement et de manière simple le point de vue, les thèses et ou le plan défendu dans l'ouvrage. Elle peut aussi répondre à des critiques ou faire passer un message, une idée pour permettre au lecteur de mieux appréhender le livre, de mieux appréhender ce que l'auteur, à travers ce livre, a voulu transmettre. La préface peut être plus ou moins longue en fonction de ce que le préfacier a à raconter. L'auteur de cette préface, Eric Hobsbawm, est né en juin 1917 à Alexandrie et mort en 2012 à Londres. Hobsbawm grandit dans une famille juive à Vienne, à Berlin, puis à Londres à partir de 1933, lorsque lui et sa famille commencèrent à vivre les premières persécutions antisémites. En 1936, il devint membre du Parti communiste de Grande-Bretagne. En 1947, il rentre au Birkbeck College de l'Université de Londres pour y enseigner l'histoire en tant que maître de conférences. Il y devient professeur en 1970. Jusqu'en 1991, il collabore avec la revue Marxism Today, et c'est en 2003 qu'Eric Hobsbawm publie son autobiographie Franc-tireur, autobiographie. Dans cet ouvrage, il raconte également son engagement politique, notamment au sein du Parti communiste anglais. Hobsbawm a, en grande partie, travaillé sur la question des nations et des nationalismes en Europe au XIXe siècle et au XXe siècle. Il a aussi étudié les traditions nationales à la même époque. Et c'est à lui que l'on doit la notion du long XIXe siècle, période s'étalant, d'après la conception qu'en fait Hobsbawm, de la Révolution française de 1789 à la veille de la Première Guerre mondiale en 1914. Cette préface, donc, écrite par Hobsbawm, introduit la naissance du monde moderne. Cet ouvrage de Christopher Alan Bailey, il répond aux questions pourquoi et comment l'Europe s'est imposée comme le centre de la planète au XXe siècle. Il s'appuie pour cela sur de multiples sources et son investigation historique couvre les 5 continents. Bailey est un historien spécialiste de l'Empire britannique et de l'Inde. Il enseigne à l'université de Cambridge et à travers son œuvre, il veut écrire une histoire intégrée et compare systématiquement les 5 continents. Il englobe également les apports de l'histoire culturelle dans ses études sur la mondialisation. Nous nous sommes donc demandé comment Eric Hobsbawm, dans sa préface à l'œuvre de Christopher Alan Bailey, introduit l'histoire globale en nous invitant à décentrer notre regard et à penser le monde comme un ensemble où chacun peut interagir et non plus un monde de dominants et de dominés. Tout d'abord, nous nous intéresserons à l'émergence de l'histoire globale en l'expliquant grâce aux facteurs, tentatives et mouvements qui régissent cette approche historiographique. Ensuite, il s'agira de voir en quoi Hobsbawm dénonce le point de vue eurocentré qui entrave à l'histoire globale. Enfin, nous étudierons l'aspect du texte qui promeut une histoire multipolaire qui passe par la remise en cause du récit occidental. Dans un premier temps, Eric Hobsbawm s'attarde à nous expliquer comment l'histoire globale a émergé, comment elle a pris de l'ampleur et d'où ce courant historiographique est né. Tout d'abord, il nous explique les facteurs contextuels qui ont permis à l'histoire globale de s'imposer dans le monde. En effet, il dit ligne 9 que c'est un phénomène très récent et ligne 10 qu'il n'est pas antérieur aux années 80. Pourquoi ? Eh bien selon lui pour 3 raisons, puisqu'il nous dit 3 changements survenus au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. La première est évoquée ligne 15, l'effondrement généralisé des empires européens d'outre-mer. En effet, dans la période d'après-guerre, un mouvement de décolonisation touche l'Europe avec la montée des nationalismes. On a donc l'indépendance de l'Algérie en 62, de l'Égypte en 53, etc. Ainsi, les puissances impériales et colonisatrices de l'Europe s'en trouvent fragilisées. Le second facteur est énoncé ligne 16, la révolution des transports et des communications. En effet, les transports sont plus productifs et plus rapides, notamment le porte-conteneurs et l'aviation. Pour les communications, l'émergence de la radio, des lignes téléphoniques permettent une meilleure connexion entre les différents territoires. Ainsi, la mondialisation s'accélère avec ses progrès techniques, connectant alors les différentes parties du monde entre elles, ce qui favorise la volonté de faire une histoire globale. Le troisième élément se trouve aux lignes 18-20, le déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale des États situés de chaque côté de l'Atlantique Nord vers les régions de civilisation ancienne de l'Asie du Sud et de l'Est. En effet, l'économie est dominée durant tous les débuts du XXe siècle
par les États-Unis et l'Europe. En termes quantitatifs, ils représentent alors les plus gros PIB. Mais petit à petit, on observe un déplacement de ces économies vers les pays émergents, communément appelés aujourd'hui les BRICS, avec et surtout la Chine, mais aussi l'Inde. Et ce déplacement du centre de gravité montre alors la fin de l'hégémonie occidentale. Ces facteurs géographiques et sociaux remettent alors en cause, nous l'avons vu, l'hégémonie européenne et entraînent une demande de plus en plus grande de ne plus regarder l'histoire à travers le prisme occidental, mais de voir le passé autrement pour comprendre l'émergence de ces nouveaux pays. La fragilisation des puissances occidentales, leur remise en cause, amène à la volonté d'une histoire décentrée qui a une plus grande prise en compte des connexions entre les individus et les sociétés. Néanmoins, Eric Hobsbawm nous explique qu'il y a eu des tentatives d'histoire globale avant 1980 qui n'ont pas forcément abouti. En effet, il nous parle aux lignes 11-12, exception faite des efforts non aboutis consentis par l'UNESCO pour rédiger un ensemble de manuels historiques qui soient internationalement acceptables. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'idéologie et le climat intellectuel est marqué par une prise de conscience d'une unité du monde après ce conflit armé. Et c'est dans cette idée qu'est créée l'UNESCO en 1945. Et en 1947, elle lance un projet pour écrire l'histoire de l'humanité. Elle veut alors écrire une histoire pacifiste et positive, et pour cela, elle organise une commission internationale pour une histoire du développement scientifique et culturel de l'humanité. Et ainsi, elle regroupe un réseau transnational d'historiens. Néanmoins, l'écriture de cette histoire, elle est un peu compliquée, elle connaît plusieurs obstacles, et finalement, elle est publiée qu'en 1969. Mais ça fait tout de même de l'UNESCO le précurseur de l'histoire mondiale. On peut citer d'autres pionniers, comme par exemple Fernand Braudel avec la Méditerranée. Mais on sait dans le débat historiographique aujourd'hui que Sanjay Subrahmanyam ne considère pas l'œuvre de Braudel comme un ouvrage d'histoire globale, puisqu'il lui reproche d'avoir utilisé seulement des sources européennes et chrétiennes, et donc on voit que l'histoire globale tend aussi à vouloir utiliser une plus grande diversité de sources. Néanmoins, le courant historiographique prend ses origines aux États-Unis. En effet, Eric Hobsbawm nous dit des lignes 20 jusqu'aux lignes 23. En réalité, c'est d'abord aux États-Unis que le sujet a fait l'objet de travaux par l'intermédiaire de chercheurs travaillant dans les universités de ce pays. En effet, après la guerre, les États-Unis prennent conscience d'un rétrécissement du globe, notamment via l'aviation. Ainsi, on peut dire que la Seconde Guerre, plus le développement de l'aviation, contribue à faire naître l'idée d'un monde global aux États-Unis. Nous pouvons alors citer un historien de la World History, comme par exemple McNeill, qui écrit une histoire mondiale pacifiste et internationaliste à partir de son rejet pour la guerre. Dans son œuvre The Rise of the West, il montre les influences réciproques entre civilisations et les fusions entre les cultures. Il permet même l'ouverture de certaines perspectives en montrant par exemple que l'imprimerie et la poudre à canon n'ont pas été inventées en Europe, mais en Chine. Nous voyons ainsi qu'Hobsbawm introduit l'histoire globale en nous expliquant comment elle a émergé et pourquoi. Il nous rappelle donc que l'accélération de la mondialisation, la décolonisation et l'émergence de nouveaux pays dans l'économie mondiale amènent à repenser le monde. Et cette volonté de regarder le passé autrement que par le prisme occidental est même antérieure à 1980, puisque l'UNESCO s'y est essayé sans forcément grand retentissement. De plus, l'origine de ce courant passe par les États-Unis et se diffuse ensuite dans le monde. Néanmoins, l'écriture de cette histoire globale est rendue difficile en Europe par un point de vue eurocentré, et c'est ce que dénonce dans la suite du texte Eric Hobsbawm. En effet, Hobsbawm semble mettre en lumière que l'histoire globale est entravée par un point de vue occidental. Tout d'abord, Hobsbawm nous explique que dans les courants historiographiques précédents, on considérait que seule l'Europe était moteur d'historicité, puisqu'il nous dit ligne 26-27, on partait avec l'idée que cela faisait de l'Europe la source unique de toute croissance historique dynamique. Il nous dit par la suite que cela entraîne un sentiment de supériorité, contrairement aux autres parties du monde qui étaient caractérisées par une stagnation permanente et des cycles voués à se répéter à l'infini, ligne 29-31. Ainsi, dans l'écriture de l'histoire, on pensait l'Europe comme étant supérieure aux autres civilisations, que l'Europe monopolisait le moteur d'historicité. Ainsi, on réduit les trajectoires historiques de chaque civilisation
en la rattachant constamment à celles européennes. Par ailleurs, ce sentiment de supériorité, selon Hobsbawm, explique leur statut de dominant, puisqu'il nous dit ligne 33, cela servait aussi d'alibi à leur domination. Finalement, le sentiment de supériorité des Européens sur les autres civilisations se fait grâce à leurs idées, leurs économies conquérantes et à leurs institutions, ligne 32-33. On a cette idée que les Européens seraient plus évolués et plus savants, et c'est ce qui justifiait la soumission des autres populations. D'ailleurs, Hobsbawm nous explique que ce sentiment est à l'origine de la mission civilisatrice, ligne 37. De plus, il nous explique que cette supériorité peut être imposée le cas échéant par la force armée et par une occupation militaire, ligne 38. Nous pouvons alors penser ici au mandat de l'ONU pour la France et l'Angleterre au Moyen-Orient. Et donc cet eurocentrisme justifie alors le statut de dominant de l'Europe sur le reste du monde. Nous avons l'idée que la culture européenne prime sur toutes les autres et que c'est en ce nom qu'il faut l'imposer. Et il y a alors une lecture unilatérale de l'histoire. D'ailleurs, Serge Gruzinski, dans Les 4 parties du monde, Histoire d'une mondialisation, rejoint Eric Hobsbawm sur l'idée que ce sentiment de supériorité amène à voir l'histoire d'une certaine manière. En effet, il dit qu'on ne peut pas faire d'histoire multiple avec l'eurocentrisme, puisque lorsque les historiens racontent des passés non-européens, ils le font sous un point de vue exotique et primitif. Ainsi, ce sentiment hégémonique amène à faire l'analyse des sociétés non-européennes de manière biaisée. Et pour en revenir au texte, Eric Hobsbawm nous raconte ces éléments pour que l'on comprenne ce à quoi l'histoire globale pallie. Dans une même idée d'hégémonie européenne, on voit qu'Eric Hobsbawm évoque le fait que l'historiographie européenne ne parle pas des pays non-européens. Cette idée rejoint celle de notre première sous-partie, puisqu'Hobsbawm dit ligne 28-31, il y a matière à plaider en faveur du caractère exceptionnel du développement historique de l'Europe. De plus, il nous dit ligne 22, l'histoire du monde devint eurocentrée. Ainsi, l'histoire européenne est privilégiée sur les histoires non européennes. On raconte alors l'histoire des Européens dans les autres continents, mais on ne parle pas des sociétés locales. Et c'est d'ailleurs ce que dénonce Catherine Kokry-Widrowicz dans son livre Petite histoire de l'Afrique. Elle raconte que la vision eurocentrée et le récit européen de l'histoire amènent à l'oubli des autres sociétés. Elle explique que les récits que nous avons eus d'Afrique sont les récits des Européens en Afrique et non des Africains en Afrique. Elle souhaite alors pouvoir démontrer la multitude de trajectoires historiques qu'il peut exister. Et en rappelant le fait que l'Europe fait de l'histoire exceptionnelle, Hobsbawm touche aussi à l'idée qu'elle ne considère que son continent et pas les autres. Et d'ailleurs, l'historien d'origine indienne Sanjay Subramaniam disait de l'histoire qu'elle était un récit égoïste, car elle s'intéressait aux choses proches de soi, comme la nation. Et en ce sens, l'histoire globale s'oppose à l'histoire nationale, pour au contraire, elle, faire une histoire transnationale. Et ce besoin de rejeter les frontières nationales et européennes dans l'histoire globale permet alors de décentrer son point de vue. Et l'historien doit alors dans l'histoire globale ne pas servir le récit national, mais s'intéresser aux liens de cet espace. Par exemple l'Europe avec les espaces voisins pour éviter une histoire qui ne parle que d'elle. Nous aurons donc vu en quoi le texte dénonce une histoire moderne du monde défendue et argumentée avec un point de vue exclusivement européen, point de vue qui entrave le bon déroulement de l'histoire globale et de son évolution. Dans cette dernière partie, nous étudierons donc l'aspect du texte qui promeut une histoire multipolaire en passant par la remise en cause du récit occidental. Dans notre première sous-partie, il s'agira de s'intéresser à l'aspect décentré de cette nouvelle histoire moderne et globale. La première thèse de Hobsbawm intervient ligne 74-75. La première est que la domination exercée par les Européens sur le monde fut mise en place avant le moment où la supériorité occidentale en matière économique et technologique était devenue suffisamment avancée pour pouvoir l'expliquer. Ici, on comprend que l'auteur explique que l'histoire et la façon qu'on a de la raconter sont soumises à des enjeux multiples, variables et imprécis à l'échelle planétaire. De plus, l'histoire globale change. Sans devenir internationale, elle devient transnationale et comparative, puis croisée. En effet, en continuant à lire ce paragraphe de la première thèse, on peut lire ligne 78-79. L'auteur ne sous-estime pas l'avantage économique que le capitalisme occidental dynamique avait acquis au XVIIIe siècle à travers l'exploitation des ressources naturelles en Europe et en Amérique. Pourtant, il préfère mettre en avant les spécificités sociales, institutionnelles et politiques qui permirent aux Européens d'accroître leur puissance dans l'arène mondiale.
Cette citation met l'accent sur l'aspect multipolaire de cette vision de l'histoire moderne. L'histoire globale, dans sa version la plus massive, occidentale donc, prend une tournure importante et l'auteur, pour signifier ce changement, insiste sur certains détails, comme par exemple l'évolution des moyens de transport, ici représentés par les forces armées. On ne sera pas surpris de voir qu'il met l'accent sur le rôle joué par la force navale permanente et tournée vers le monde du pays qui allait devenir le plus grand empire de toute l'histoire. Plus tôt, au début de la page 43, l'auteur, dans le premier paragraphe de cette page, parle d'un autre aspect de la décentralisation de l'histoire globale en abordant le thème de l'expansion européenne antérieure au XVIIIe siècle et du PIB de la Chine. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Européens ne disposaient pas des forces suffisantes pour occuper autre chose que quelques petites enclaves en lisière de la ceinture des civilisations anciennes allant des mers de Chine au Maghreb. Aussi, l'Europe et l'Asie connaissaient-elles une sorte d'équilibre des forces au plan politique et culturel. Cette rapide et légère rétrospective permet à l'auteur de continuer en écrivant: d'après Angus Maddison, en 1820 encore, le PIB total des économies occidentales était toujours substantiellement inférieur à celui des économies asiatiques, tandis que le PIB de la Chine était encore supérieur à celui de l'Europe occidentale. Plus haut, nous parlions des enjeux multiples influents sur la façon que l'on a de raconter l'histoire globale. Ici, l'enjeu économique représenté par le PIB des pays peut laisser circonspect. Or, l'explication est compréhensible. Ce n'est pas le stade de développement économique qui importe, mais sa représentativité et surtout le développement globalisé et comparé que ce degré connaît. Dans cette deuxième sous-partie, nous nous intéresserons à la deuxième thèse d'Eric Hobsbawm, en s'appuyant sur l'exemple des liens entre l'Inde et la Grande-Bretagne afin d'aborder l'aspect de l'histoire connectée. Le monde anglophone et la culture britannique ont impulsé une nouvelle façon de lire l'histoire globale. Au début de la page 44, on peut lire: la seconde thèse découle de la spécialisation personnelle de Bailey dans l'histoire de l'Inde. Il présente l'Inde du XVIIIe siècle non pas comme une société immuable au sein d'un empire mongol en déclin, mais comme un sous-continent marqué par des innovations commerciales dynamiques. L'impulsion lancée par les Britanniques et, dans une moindre mesure, par les Occidentaux, examinée et prise en compte par l'auteur, laisse place, selon l'historien Serge Gruzinski, à une nouvelle alchimie des métissages. Ce même historien parle aussi d'intensité des circulations dévoilant des paysages mélangés. Plus récemment, dans certains pays européens, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, des recherches académiques et universitaires d'histoire globale ont été effectuées. Elles ont permis de comprendre la notion d'histoire connectée à travers le spectre des systèmes impériaux mondiaux. De ce fait, une nouvelle modalité spécifique à l'approche de l'histoire globale fut mise en place. Dans le même paragraphe, à la suite, on peut lire: les Britanniques arrivèrent politiquement au pouvoir non pas en tant que conquérants venus d'outre-mer, mais plutôt au début comme partie intégrante de la tentative imaginée par certains Indiens de modifier le rapport de force au niveau du sous-continent. Le point de vue proposé par l'auteur est très clair. Non seulement du fait de la diversité des contextes nationaux des deux acteurs, l'Inde et la Grande-Bretagne, mais aussi du fait de leur conception de l'approche globale ou connectée. De ce fait, on peut comprendre que derrière des désignations communes et des démarches potentiellement convergentes, l'aspect collectif, d'entraide, émergent en fait des perspectives différentes et parfois en réel désaccord, comme le montrera plus tard le colonialisme. Il s'agit donc de démêler les enjeux, les apports et les limites d'une telle pluralité. Enfin, lorsqu'on lit « Les peuples non-européens s'approprièrent, en les adaptant, les outils politiques et idéologiques apportés par l'Occident », Bailey ne s'embarrasse pas avec les errements de l'histoire postcoloniale. On comprend que l'histoire et son approche globale sont indissociables des connexions internationales mises en place à partir du XVe, XVIe siècle et réutilisées plus tard et de façon plus massive à partir du XVIIIe siècle. Dans cette dernière sous-partie, nous verrons en quoi la thématique de l'histoire globale est reliée à celle de l'histoire mondiale, universelle et commune. Dans le troisième paragraphe de la page 44, on peut lire: la troisième thèse est que durant la plus grande partie de la période, allant de la moitié du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, on vit se développer en Orient et en Occident un cheminement étrangement similaire vers des formes transitoires de modernisation. Cette modernisation comprend bien entendu des bouleversements incontrôlés, et il convient donc de distinguer deux aspects dans l'usage de cette notion. D'un côté, il s'agit d'un processus historique d'intégration mondiale et d'évolution économique culturelle commune.
De l'autre, son analyse bien différente de son exécution rencontre divers problèmes en termes de périodes divergentes ou de critères choisis et jugés pertinents ou non. Dans la suite du paragraphe, Hobsbawm écrit: Ainsi, l'auteur avance l'idée que, durant cette période, la mondialisation d'ensembles cohérents de pratiques rituelles et idéologiques pour en faire des religions universelles à vocation missionnaire et extérieurement comparables fut aussi importante que la montée des sentiments nationalistes ou encore du libéralisme. Ici, Hobsbawm énonce donc que cette approche globale est comme un mode d'historisation des processus historiques et qui se situe sur un plan à plusieurs niveaux, estimant nécessaire une ouverture d'esprit et de regard plus large dans l'explication et l'appréhension de ces phénomènes. Il y intègre une approche contextuelle qui l'élargit à l'échelle planétaire. Pour Hobsbawm, la globalisation est un mode d'étude des pratiques et des idéologies plutôt qu'un objet d'étude. Enfin, Hobsbawm écrit: De ce fait, il sera dorénavant impossible d'écrire une histoire du monde moderne qui ne soit pas véritablement mondiale dans son dessin. Enfin, le préfacier termine sa préface en affirmant que l'histoire, son analyse, son approche et son évolution ne peuvent être observées désormais qu'à travers un spectre commun en se basant sur un point de vue mondial et global. En effet, aujourd'hui, il ne se passe pas un instant sans que l'histoire soit relayée à travers les réseaux sociaux, culturels, privés, publics, personnels ou professionnels, permettant à une majorité d'accéder à l'histoire et même d'accéder à son écriture. Nous pouvons donc dire que tout au long de sa préface, Eric Hobsbawm nous amène à comprendre les enjeux de l'histoire globale en décentrant notre regard sur les événements et à ne pas faire de hiérarchie entre les civilisations. Tout d'abord, il commence par nous donner des clés de compréhension en nous énonçant les facteurs qui ont permis l'émergence de cette histoire, mais également en nous donnant l'origine du courant historiographique et en nous rappelant que c'est un mouvement qui a mis longtemps à émerger et à s'imposer. Il prédispose également le lecteur à la compréhension en déconstruisant le récit européocentré de l'histoire, en expliquant le sentiment de supériorité de l'Europe sur les autres territoires qui justifie selon ses dires son statut de dominant. Il fait alors prendre conscience au lecteur de ce discours gênant pour l'histoire et l'amène à prendre de la distance. Ainsi, l'auteur déconstruit le discours selon lequel il y a des civilisations inférieures et d'autres supérieures, et que l'Europe serait supérieure. Alors, une fois qu'Eric Hobsbawm a mis son lectorat dans de bonnes conditions de compréhension, de la prise du recul sur un type de discours historique, il peut nous faire assimiler les enjeux de l'histoire globale. Il énonce ainsi les thèses développées dans la naissance du monde moderne. Il nous fait alors part de la dimension décentrée et connectée de l'histoire globale, qui prend en compte toutes les interactions entre les civilisations et ne s'arrête pas aux frontières. Et c'est ainsi qu'elle s'oppose à l'histoire nationale. De plus, l'auteur nous montre que cette approche historique peut ainsi être commune et universelle. Finalement, l'histoire globale étudie un déplacement horizontal en étudiant les catégories spatiales. Ainsi, elle se concentre sur un ensemble géographique, une ère culturelle ou bien une civilisation. On peut dire d'une certaine manière que l'histoire globale est une histoire relationnelle qui s'oppose à l'histoire nationale, qui elle véhicule un point de vue d'observation et de conceptualisation trop centré sur elle-même.